bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints ici ce soir à la Maison de la Francité pour cette première d'un cycle d'apéro-conférences qui nous mènera à raison d'un mercredi par mois jusqu'en juin 2016 et qui s'articulera selon une idée originale de Florence Richter, que je tiens à remercier déjà. Elle n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, malheureusement. Un cycle de conférences donc autour de thématiques que nous avons choisi de regrouper sous le signe des mystères du langage, des langues et de la communication. Vaste programme, durant lequel seront abordées tout au long de la saison des approches aussi plurielles que la traduction, le problème de traduction d'une langue à l'autre. Également, parmi les conférences, les mécanismes du cerveau en jeu dans la communication, ou encore une intervention autour des nouveaux moyens d'échange que constituent les réseaux sociaux. Vous voyez donc un vaste programme que vous pouvez dès à présent retrouver, consulter sur le site de la Maison de la Francité, www.maisondelafrancité.be. Et pour cette séance inaugurale, eh bien, voilà, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir Claude Agege ce soir, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, et qui ouvrira donc ce soir cette série de conférences. Ik ben heel blij in deze moeistad te zijn en u hier te zien. Cet exorde en néerlandais, deux petites phrases modestes en néerlandais, n'est pas à prendre comme une provocation, ni comme une manière indiscrète de m'insérer dans ce que je sais être un débat irénique pour certains, tourmenté sinon furieux pour d'autres, à savoir le débat que je vivrais moi-même si j'avais la citoyenneté belge comme une occasion merveilleuse d'avoir non pas une mais deux langues. Mais enfin, je n'ignore pas, je ne suis pas sans savoir, et non, je ne suis pas sans ignorer, comme on l'entend souvent dire, de manière contradictoire, je ne suis pas sans savoir donc que le sujet est explosif. Il ne l'est pas toujours, il ne l'est jamais, qu'on peut bien s'y entendre docteur et gens intelligents quand c'est entre des gens ouverts et tolérants. Il l'est malheureusement à raison même de l'absence de tolérance ou de la fureur investie dans ces conflits linguistiques et culturels. Alors, je reconnais là ma patte, c'est moi qui ai donné ce titre. Oui. Bien, bien. En effet, je vous ai suggéré, cher ami, ce titre-là. Que veux-je dire par un tel titre? Eh bien, quelque chose de très simple. Si, sans remonter au déluge, bien entendu, si nous tentons de définir ce qu'est une langue, ce n'est pas le langage. Hein, les cours élémentaires que l'on fait aux étudiants qui prennent la linguistique dans une fac consistent à leur apprendre dès les premières semaines la différence entre ces deux concepts. Le langage comme faculté définitoire de l'humain qui distingue les derniers grands anthropoïdes qui sont encore simiesques, vous comprenez? Simiesques, c'est-à-dire que ce sont des singes, des premiers grands hominidés qui sont déjà humains. Le langage est donc la faculté définitoire de ce qu'est l'humain. Les langues, c'est pas le langage, c'est quoi les langues? Eh bien, c'est la manifestation ou la mise en acte de cette particularité définitoire de l'humain qu'est le langage. Et les langues, ce sont donc les moyens de communication historiquement et socialement situés, variant par conséquent avec les parties du monde, les latitudes où la chose se produit, qui caractérisent nos sociétés. Alors, duquel des deux types de raisonnement va-t-on tirer une caractérisation des langues humaines? Sont-elles simplement, comme je le suggérais avec le premier, des instruments de communication qui manifestent nos capacités cognitives, et dès lors elles relèvent de la psychologie, et même, on dira en dernière analyse, de la biologie? Ou sont-elles au contraire, ce n'est pas vraiment le contraire, c'est complémentaire bien sûr, ou sont-elles d'un autre côté, selon un autre aspect, des moyens de communication, surtout à définir d'un point de vue social et politique? Elles sont les deux bien sûr, et vous attendez bien que je ne vais pas prendre parti dans un débat aussi simple ou simplifiant que celui-là. Et précisément parce qu'elles sont les deux, elles ont les caractéristiques qui sont issues de ces deux origines. Alors qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, les langues humaines, comme les espèces animales, elles connaissent une naissance, elles connaissent une vie et elles connaissent une mort. Et puis, elles ne ressuscitent jamais. Certains disent que certains chefs d'État israéliens de la vieille génération, quand ils veulent s'enguirlander violemment entre eux, s'insulter, le font en yiddish.
C'est une langue qui, pour eux, a un passé historique. Mais ceux qui viennent des pays arabes, la seule insulte concevable pour eux, elle est en arabe, dans les dialectes arabes, soit maghrébins, soit orientaux, qui sont richissimes. L'hébreu, sur ce plan, étant, de façon très étonnante, beaucoup moins riche. Pourquoi l'hébreu est-il beaucoup moins riche en termes d'apostrophe, en termes d'agression? Eh bien, pour une raison très simple. C'est que cette langue, la seule dans l'histoire de l'humanité, jusqu'ici, je ne dis pas naturellement un seul instant qu'il ne puisse pas y avoir un jour une langue qui, elle aussi, soit ressuscitée de ses limbes, d'une longue époque de mort, et qui, par conséquent, accède à un statut de langue nationale. Jusqu'ici, nous n'en avons comme exemple, qu'on le veuille ou non, on peut le regretter, que l'hébreu de l'État d'Israël. Pourquoi est-ce que c'est une langue en même temps qui ne se prête que de façon réticente à l'apostrophe violente ou la communication populaire facile dans laquelle il arrive que l'on s'épingle à travers des mots d'insulte ou d'agression? Eh bien parce qu'elle porte encore dans sa trame son caractère de langue sacrée qu'elle avait dès le début de l'ère chrétienne, et même bien avant. Pour ne prendre qu'un exemple, le cornique, la langue celtique de Cornouailles, qui se parle dans cette espèce de pointe, péninsule, qui termine l'extrême sud-ouest de la Grande-Bretagne, eh bien est une langue morte en 1650-60, à la fin du XVIIe siècle, et lorsque les Cornouaillais, qui comme le sont beaucoup de Gallois, comme le sont beaucoup d'Irlandais, beaucoup d'Écossais, beaucoup de gens de l'île de Manx, beaucoup d'Irlandais, c'est-à-dire de Celtes, épris de la renaissance de leur langue face à l'énorme pression de l'anglais, bien entendu, qui les condamne à mort, ou en tout cas à la précarisation, eh bien ils ont dit, mais tenez, voilà, les gens d'Israël ont réussi à ressusciter leur langue de plus de 2500 de morts approximatives, en tout cas de morts dans la relation quotidienne. Bien sûr, on ne se servait pas de l'hébreu pour communiquer, pour dire « passe-moi une fourchette » ou « je t'aime », ni la déclaration amoureuse, ni la demande de service à table. Ces critères sont capitaux. Une langue vivante, c'est ça. C'est une langue dans laquelle on peut déclarer à quelqu'un qu'on l'aime ou lui demander un service lorsqu'on est à table. C'était totalement exclu pour l'hébreu. Ils ont souhaité que le cornique en soit là et ils ont par conséquent essayé de le revivifier sans grand succès jusqu'ici. Enfin bon, tout évolue et la chose peut se faire. Jusqu'ici, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre exemple. Cela signifie que la résurrection étant un cas tout à fait à part et particulier, on peut considérer que la naissance, la vie et la mort sont les trois caractéristiques des langues humaines. Ces trois caractéristiques apparentent les langues humaines de façon extrêmement proche aux espèces vivantes. Car naître, vivre et mourir, ce sont des définitions de toute espèce vivante. Les langues, par conséquent, vues, envisagées, mesdames et messieurs, comme des espèces vivantes. Alors on me dira, mais voyons, monsieur, elles sont bien davantage que cela. Certes, je ne peux pas en disconvenir, elles sont bien davantage. Que sont-elles d'autres? Eh bien, elles sont aussi des moyens de construction de la personnalité. À mesure que l'enfant accède à une connaissance de plus en plus favorable et solide de sa langue, sa personnalité se construit de mieux en mieux, de plus en plus solidement. Elles sont aussi une affirmation d'identité. Nous savons très bien que dans tous les pays dont la langue a été tenue sous le boisseau pendant longtemps, opprimée par une puissance centrale tyrannique ou exclue pour différentes raisons politiques ou militaires, la revendication nationale, elle se fonde pour l'essentiel sur la langue. C'est l'histoire de l'Europe des nationalités. Bien, je me suis éparpillé, je pourrais aller beaucoup plus loin si vous le voulez. Allons en Chine, allons au Japon, allons en Corée. En Chine, qu'a-t-on? Eh bien, le gouvernement de Mao Tse-tung, dès la fin de la guerre de libération par rapport aux nationalistes qui se sont enfouis à Taïwan, le haut promontoire, Taipei, sa capitale, le nord du promontoire, Taipei, en chinois, en pékinois, eh bien, la langue considérée par Mao Tse-tung et son entourage dès 1949-50, c'est-à-dire dans le sillage même de la guerre de libération nationale, de libération, c'est comme ça qu'on l'appelle, Jiefang Zhang, c'est l'appellation officielle, guerre de libération. Bien entendu, pour les gens de Taipei, ce n'est pas une guerre de libération, puisque les gens de Taipei, il n'y a pas tellement longtemps, j'entendais c'est-à-dire la Chine est une partie de Taïwan. Et j'ai entendu à Pékin, c'est-à-dire Taïwan est une partie de la Chine. Évidemment, si l'on a de tels genres de diatribes, comme dirait mon concierge, c'est pas demain la veille qu'on va sortir de l'auberge. Enfin, bon.
n'insiste pas. C'est comme ça que ça se passe. Pour ne donner qu'un exemple, très souvent, je suis africaniste. Enfin, j'ai fait beaucoup de terrain dans tout le monde entier, mais parmi mes terrains, j'ai l'Afrique subsaharienne, j'entends, et il m'est arrivé de découvrir à plusieurs reprises que beaucoup de langues africaines ont une dérivation verbale à partir de noms considérés comme évidentes. Le garçon qui s'occupait de ma maison, qu'on appelle en termes colonial le boy, malheureusement, mais l'implication coloniale ou raciste sans l'être gommée à l'époque actuelle, puisque eux-mêmes se désignent comme boy. Mon boy, donc, me disait « Monsieur, il faut me cadoter. Si vous ne me cadotez pas, après, je ne vais pas continuer le travail. Il faut me cadoter. » Et alors, bon, effectivement, il dérivait cadoter de cadeau. Exactement comme un jour, dans des conditions plus rocambolesques et plus inquiétantes, en pleine brousse, un ministre camerounais me demandant, c'était la nuit, il n'y avait pas la moindre lumière, et me demandant de l'éclairer ainsi que sa femme pour pouvoir entrer dans ma voiture, me dit « Monsieur le professeur, voulez-vous torcher ma femme ?» Pour lui, torcher était un dérivé de torche. Et dans la mesure où la torche est un instrument de lumière, c'était une illustration, parmi beaucoup d'autres, de certains Français africains. Je termine pour vous dire que tout ce que je vous ai raconté, c'est à l'hommage de la diversité des langues, de leur témoignage pour la richesse de notre espèce, et surtout du fait que nous devons nous battre pour la défendre, pour la promouvoir plus que pour la défendre, puisque je récuse ce verbe, et qu'en nous battant pour la promouvoir, nous aboutissons non seulement à cette merveilleuse image d'un monde diversifié où on parle un grand nombre de langues différentes, mais aussi à quelque chose d'autre que ce que nous promettrait, si cela aboutissait à une victoire, un monde, un univers où on ne parlerait que l'anglais, un monde ou un univers où on ne parlerait que l'anglais. Il y aurait au moins une raison de le récuser, c'est qu'on s'y ennuierait profondément. Voilà. Maison de la Francité.